Merci infiniment à Trou du Diable qui encourage le projet et merci pour vos bières aussi qui sont délicieuses. Et d'ailleurs, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par la McTavish, qui est une bière américaine Pale Ale que je trouve vraiment rafraîchissante, délicieuse. D'ailleurs, c'est drôle parce que la levure, c'est la San Diego Super Yeast. C'est ma levure préférée. Merci beaucoup, Trou du Diable. Et à vous tous qui consommez cet épisode, bon épisode. Salut, bienvenue à cet épisode de Oublie pas ta brosse à dents avec un gars que je trouve magnifique, Nathan Meilleur, collègue à Week-end Radio, gars qui commence l'humour, qui fait du stand-up, qui est drôle, qui est smart, un des meilleurs gars que je connais, qui vient me parler de deux choses, sa peine d'amour d'une fille qui a jamais été amoureuse de lui, puis lui, que ça y a pris des mois à s'en remettre. Puis j'y parle aussi du combat qu'il a traversé contre le cancer il y a maintenant 3 ans, dont il est sorti gagnant. Je sais pas si on peut dire ces termes-là, parce que mais en gros, moi, je l'ai côtoyé un peu durant cette période-là, puis il y a des choses magnifiques qui sont ressorties de ça. C'est un être admirable. Sincèrement, je pense que l'épisode va vous allez capoter. C'est un placoteux. Je te cacherai pas que c'est un placoteux. Il placote. Il placote comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais c'est un super épisode. J'espère que ça vous plaira avec Nathan Meilleur. Nathan Meilleur, ça va? Ça va très bien, toi. Ouais. Nathan, je suis content que tu sois au podcast parce que tu travailles à Québec. On est collègues à Week-end Radio. Yes. D'ailleurs, ton parcours professionnel, je le trouve impressionnant. Il n'y a pas rapport. On va parler de peine d'amour, ouais, parce que c'est la base du podcast. Surtout que la tienne, et je la trouve qu'elle sort de l'ordinaire. Mais avant, je veux qu'on parle de t'es qui, parce que t'es pas une personnalité. Dans la région de Québec, t'es connu. Correct, ouais. Dans le Québec, t'es pas nécessairement connu. Pas du tout. Ouais. Bon, on fait de la radio ensemble à Week-end Radio. Ouais. Mais toi, à la base, t'étais pas... t'as travaillé à Week-end, mais t'étais pas animateur. Non. Moi, j'étais conseiller publicitaire. Okay. Au départ. Ça fait pas longtemps que Week-end Radio est lancé. C'est au mois de juin, en 2012. Ouais. Et j'ai un ami à moi, à un moment donné, qui m'appelle puis qui me dit il y a un poste de conseiller publicitaire qui va s'ouvrir pour ces stations de radio-là. C'est 2 frères qui viennent d'acheter ça, les frères Leclerc. Ça fait longtemps que tu parles que tu voudrais faire de la radio. Fait que essaye donc de rentrer par cette porte-là. La vérité, c'est ça. OK. C'est la première fois que j'apprends ça. Puis c'est Nicolas A. Martineau, qui a été longtemps à TVA Sport, okay, par la suite, qui est mon ami, qui me donne cette information-là. Fait que je fais le processus d'entrevue. Parce que toi, avant d'être chez Week-end, ouais, qu'est-ce que tu faisais comme job? Moi, je travaillais pour Enterprise Location d'auto. OK. J'étais complètement ailleurs dans un autre domaine. C'est mon parcours scolaire, en fait, là, qui a fait... Ça n'a pas mot cégep, ça n'a vraiment pas fonctionné. J'ai fait de l'impro pendant 4 ans, mais je suis allé à 3 cours. Okay. J'ai eu... je pense que j'ai un record de contrat de réussite au cégep Limoilou. Je pense que je suis le seul élève dans l'histoire qui a réussi à avoir 3 contrats de réussite. Ça veut dire quoi, ça? Tu vas pas à tes cours, tu as trop d'échecs, tu as un contrat de réussite. Ce qui fait en sorte qu'à ta prochaine session, tu fais la promesse de réussir 50% de tes cours plus 1. OK. Je réussis pas ça. Là, tu as un 2e contrat de réussite. Là, ils te foutent à la porte pendant 6 mois. Ouais. Là, tu reviens, mais là, tu n'as plus le droit à l'erreur. Et moi, j'ai refait l'erreur de ne pas aller à mes cours. Ça a été mon adolescence tardive, moi, au cégep. Mais bref, mon parcours scolaire s'arrête avec le cégep, ça fonctionne pas. Fait que ça fait en sorte que je commence à travailler en restauration, puis là, des amis, du bouche à oreille, je passe d'une job à l'autre. Puis à un moment donné, il y a cette opportunité-là. Je fais le processus d'entrevue et là, je suis engagé et je deviens conseiller publicitaire chez Leclerc Communication. Conseiller publicitaire, c'est quoi? Tu vends de la pub? Je vendais la pub, c'est ça, en plein ça. Puis à ce moment-là, on avait la bannière C'est quoi? Ouais. Puis on avait la bannière Week-end qui venait d'être créée, là. C'était tout nouveau. C'est quoi Québec? C'est quoi Québec? À ne pas confondre avec...
c'est ça, là. C'est pas c'est quoi Montréal. C'est pas c'est quoi Montréal, c'est ça. Mais on avait quand même des ententes dans le sens où est-ce que vu que c'était un achat ou une location, je sais pas c'est quoi l'entente exactement, mais de bannières, d'images de marque, on avait des fois à discuter avec des collègues aux ventes de Montréal qui, eux, vendaient c'est quoi Montréal. Puis à ce moment-là, tu sais, c'était l'eau au moulin, là. C'est quoi? C'était la station qui fonctionnait parce que Week-end, ça existait pas. On partait de zéro. Mais on ramène des animateurs très connus à Québec, Martin Dallaire, Pierre Yvelard, qui est beaucoup plus à la télé maintenant. Puis là, ben moi, j'ai à vendre ces gars-là. Mais j'aspire toujours à être en arrière d'un micro à un moment donné ou à un autre. Puis finalement, l'occasion ne se présente pas. Je quitte pour aller travailler en agence avec les Mauvais Garçons pendant 5 ans. Et finalement, le téléphone sonne à un moment donné. C'est notre directeur de la programmation, Steven, qui m'appelle. Puis il me dit, j'aimerais ça que tu viennes faire un démo, s'il te plaît. Parce que lui, en te côtoyant, quand tu étais vendeur de pub, il se rappelait que t'avais, ben, tu sais, t'as une bonne voix, t'as une répartie, t'es drôle, tout ça. Fait que lui, c'est ça qu'il disait. Puis est-ce que t'avais déjà mentionné que tu voulais que tu voulais être animateur radio? Oui. Ah, c'est ça? Oui. Je l'avais mentionné. J'ai eu des chroniques aussi pendant un certain temps avec un collègue qui était là avec nous, Seb Lauzon, à l'époque. Puis les gars le savaient. Tu sais, à l'époque, c'était Dan Caron qui était le directeur de la programmation. Steven était son assistant. Puis les gars le savaient. Puis je me souviens, au moment où je sors avec ma boîte de carton, avec mes affaires de chez Leclerc Communication, les deux gars sont dehors. Je leur dis, hey, tu sais, les gars me disent, en fait, c'est plate que tu t'en ailles. Puis je leur dis, vous aviez juste à me donner un micro. Puis les deux gars me regardent, puis ils font comme, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé, mais le timing n'était pas là. Puis pas plus aigri là, du tout, c'était ça. La vie m'amenait ailleurs. J'ai un super beau 5 ans en agence. Je deviens actionnaire de cette entreprise-là qui a le vent dans les voiles. On a eu la chance de collaborer ensemble à cette époque-là aussi. Je pense que là, moi, c'est la première fois que je te côtoie. Ben, c'est la première fois que tu me côtoies, que tu te souviens. Parce que comme l'autre personne avec qui tu fais de la radio, moi aussi, j'ai fait Atome Crochu. C'est vrai. Moi, j'ai fait Atome Crochu. J'étais en finale. J'ai tout perdu à cause de Pierre Hébert. Mais c'est ça. Puis je me souviens, je fais une parenthèse, puis je sais que tu m'as dit pas passer sur des grandes envolées, mais je revois plein de gens hyper significatifs pour moi quand je suis petit lors d'Atome Crochu, dont Tammy Verge. Parce que Tammy Verge, une fille de Québec, qui m'a vu faire de l'impro quand j'étais tout petit, un moment donné, elle me reconnaît, puis elle fait « Hey, qu'est-ce que tu deviens? » Et là, à ce moment-là, je travaille chez Enterprise, et je me souviens que Tammy fait « Oh! » Puis là, elle me dit « Ah, t'étais tout petit, on t'a trop poussé. T'es notre Macaulay Culkin. T'es notre Macaulay Culkin. On t'a gâché. » Fait que j'ai hâte de revoir Tammy pour pouvoir lui dire « Hey, t'inquiète, tout va bien. Finalement, la vie m'a ramené à la bonne place. » Mais c'est un peu ça qui s'est passé dans ce parcours-là. Finalement, Steven me rappelle, la vie m'offre une opportunité incroyable d'être à la radio. Puis là, ça a fait 6 ans que j'étais avec l'équipe de retour à Week-end. Bon, fait que là, t'es non seulement animateur à Week-end Radio, pour les gens qui écoutent le podcast, qui connaissent moins Week-end. Week-end, qui est la station peut-être qui a le plus le vent dans les voiles à Québec présentement. Tu sais, ça a commencé, comme tu dis, en 2012, à partir de zéro, mais c'est devenu, dans certains créneaux, dont votre show, numéro 1. C'est devenu assez gros pour... Même si on fait de la radio, puis on n'est pas une station de radio où les animateurs sont mis de l'avant dans des campagnes de pub, là, avec des super panneaux puis tout ça. Puis il y en a quelques-unes. Il y en a une là en ce moment, mais c'est une des premières fois où on voit autant de faces d'animateurs sur des super panneaux à Québec. Mais c'est assez gros pour que je pars en voyage avec ma famille à la semaine de relâche. Puis on est en République dominicaine, puis ça à la plage, il y a 4-5 personnes qui viennent me voir pour me dire « Hey, je pense que j'ai reconnu ta voix. T'es-tu Nathan Meilleur? » Fait que, tu sais, on est rendu là avec cette radio-là où est-ce qu'à peu près n'importe où dans des endroits publics où on va, je vais me faire reconnaître par quelqu'un. Là, les 2 cases les plus importantes dans une radio, c'est le matin puis le retour. Tu co-animes au retour. Dans une des stations les plus, mettons, 1 ou 2, dépendamment des créneaux, à Québec. C'est assez big, tu sais. Puis il n'y a pas de saut métier, mais Enterprise, c'est bien correct pour des gens qui veulent faire ça dans la vie. Je pense que tu voulais pas faire ça dans la vie. Non. Fait que là, t'es rendu dans une position, je te dirais, enviable. Beaucoup de gens qui sortent du collège radio-télévision feraient comme Chris, je prendrais sa place demain matin. Mais 100%. Là, t'as d'autres ambitions. Ce que je veux dire, c'est que je le sais, t'as fait de l'impro, t'es drôle à l'émission du retour, puis même quand on fait de la radio ensemble le midi, t'es drôle, t'aimes écrire des jokes. Là, tu caresses
l'ambition de monter sur scène de plus en plus souvent. Ouais. Je pense que ça a toujours été là ou c'est lié avec une des autres grosses thématiques que je veux aborder avec toi? Ça a toujours été là, je pense. Puis c'est pour ça que c'est quétaine de dire ça, là, mais je remercie la vie de m'avoir pris. Des fois, j'ai l'impression d'être je ne sais pas c'est dans quel jeu vidéo, là, tu sais, que tu peux comme prendre ton personnage, là. C'est dans Google Maps, en fait, que tu peux faire ça. Tu sais, tu peux prendre ton petit bonhomme puis l'amener ailleurs. Ouais. Des fois, c'est comme si je prenais un chemin puis la vie était comme « Ah, il a rien compris. » C'est là qu'il faut que tu t'en ailles. La vie a fait ça avec moi puis la radio parce que j'ai appliqué pour faire ATM à Jonquière. Ouais. Accepté, je choke. Je vais pas là. Je choke parce que je suis pas capable de partir de Québec. ATM, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, hors technologie des médias. À Jonquière, qui est justement un des cours au cégep. Ouais. Si tu veux faire de la radio, de la télévision. Un deck de 3 ans. C'est super. Quasiment, tout le monde qui travaille en télé quasiment a fait ATM. C'est ça, super bien vu. C'est très, très bien coté. Finalement, je le fais pas. L'été de mes 18 ans, je travaille dans un restaurant. Je ramasse mes sous. L'objectif, c'est de faire mes auditions pour l'école de l'humour. Parce que je veux venir à Montréal faire l'école de l'humour et encore une fois, je choke complètement de faire ça. Mais je suis vraiment mardeux. Parce que là, je suis rendu à 38 ans, mais ça fait 6 ans que je suis animateur à radio. Fait que je réalise un rêve là parce qu'encore là, la vie m'a pris dans mon Google Maps pour me faire « Oups, c'est là qu'il faut que tu ailles. » À un moment donné, tu arrives dans mon parcours de vie. J'ai un ami qui s'appelle Pierre-Bruno Rivard qui arrive dans mon parcours de vie aussi. Puis les deux, vous me dites « On comprend pas pourquoi. » PB souvent me dit ça n'a pas rapport que je fasse ça avant toi. Il m'a déjà dit ça. Je comprends. Fait que lui aussi me donne des opportunités, tu me donnes des super belles opportunités, puis c'est sûr que plus tu goûtes à ça, plus tu as envie d'en faire. Mais aussi, c'est que tu es bon. Parce que il y a une chose significative pour toi, mais je te dirais même surtout significatif pour moi, dont je veux te parler plus tard. Ouais. Mais avant, je pense qu'il faut parler avant qu'on parle de peine d'amour, il y a quelque chose de gros que tu as vécu, dont j'aimerais parler. Tu es peut-être tanné d'en parler, mais c'est juste que ça définit aussi un peu la personne que tu es. Ouais. On n'est pas défini par une maladie, mais par contre, tout ce que tu vis dans cette adversité-là, je pense, contribue à développer qui tu deviens. Mm-hmm. Tu as eu un cancer. Ouais. Raconte-moi que ça se passe. Les symptômes, le verdict, ça se passe en quelle année? Ça se passe de quelle façon? Ça se passe il y a 3 ans, presque maintenant. C'était avril, mai, juin. Fait qu'on est dans ces eaux-là là, en ce moment. Les symptômes, c'est énormément de fatigue. À ce moment-là, je suis pourtant au summum de ma forme dans ma vie parce que je suis en préparation pour faire le marathon de Québec. Je perds beaucoup, beaucoup de poids. J'ai toujours été quelqu'un de bien enrobé dans la vie. Là. Mais là, je perds vraiment beaucoup de poids, mais en même temps, c'est normal pour moi parce que je suis en préparation pour un marathon. Tu cours beaucoup? Je fais des gros entraînements. Là. Tu sais, c'est des longues sorties 1 à 2 fois par semaine. C'est beaucoup d'intervalles aussi. Mon régime alimentaire reste à peu près le même. Fait que je regarde ça un peu avec la kinésio qui me suit, mais tout est normal là, dans le portrait jusque-là. À un moment donné, là, c'est vraiment la fatigue qui embarque. Puis là, je suis comme plus capable de suivre du tout. Puis j'ai beau dormir plus, j'ai beau essayer de faire des efforts parce que là, je comprends que c'est l'entraînement qui prend trop de place. Puis c'est notre collègue Sylvie Goulet, à un moment donné, qui me dit « Je sais pas ce que t'as. T'es pas blême, t'es vert, Nathan. Il y a de quoi qui marche pas, là. » Et là, à un moment donné... Comment tu reçois ça? Parce que, mettons, quelqu'un me dirait ça. Moi, je suis un peu hypocondriaque. Je sais pas. Es-tu hypocondriaque? À 100%. Puis 0 pendant toute cette séquence-là. OK. J'ai aucune idée pourquoi. Quand elle dit ça, tu paniques, t'es en esti, tu consultes le lendemain matin, tu prends ça comme du cash? En fait, à ce moment-là, c'est ça, c'est que je lui dis, mais je consulte déjà. Parce que ça fait déjà 3-4 fois que je vais voir soit à la clinique, médecin de famille ou à l'hôpital. Parce que là, j'ai une sinusite, puis ça fait 3 fois que vous me donnez des antibiotiques, puis il n'y a rien qui passe, puis ça fonctionne pas. Fait qu'on peut-tu comme trouver c'est quoi le vrai bobo puis régler là le problème. Puis c'est un médecin qui m'a sauvé la vie au Jeffrey Hill à Québec, qui est une urgence mineure. Fait que tu peux te présenter là. Les parents connaissent ce spot-là parce que c'est beaucoup pour les enfants. Là. Tu te présentes là tôt le matin, tu réussis à avoir un médecin pendant la journée en général. C'est un médecin que je vois pas, puis pourtant je suis rendu un abonné du Jeffrey Hill là, parce que dans le dernier mois, ça fait 4, 5, 6 fois que je consulte. Les murs sont en carton. J'entends même
du personnel sur place dire « Ouais, il est encore là, lui. » Tu sais, je l'entends l'autre bord de la porte. Puis à un moment donné, c'est un médecin qui rentre puis il me dit « C'est quand votre dernier bilan sanguin? » Parce que là, on a essayé la sinusite, on a essayé la pneumonie, c'est pas ça, il n'y a rien de... Fait que là, je dis « Ben, je sais pas, tu sais, mon médecin de famille, à chaque année, quand je vais le voir, ça se passe bien, fait qu'on fait pas de bilan sanguin. » Puis lui, il me fait un bilan sanguin. Là, il revient me voir après 1 heure d'attente. Puis là, c'est là que la panique a embarqué. Parce que là, il me dit « Tes globules blancs sont anormalement bas. Toi, habites-tu plus proche de Saint-François d'Assise ou de l'Enfant Jésus? » Et là, moi, je sais pas quoi y répondre parce que pour les gens qui connaissent Québec, moi, j'habite exactement au milieu. En fait, je pourrais même pas te dire. C'est tous des noms d'hôpital que je connais. Je pourrais pas je viens de Québec. Ouais. Je pourrais pas te dire sont où. C'est pas mal dans le secteur de Limoilou, les deux. Puis j'habite vraiment comme au milieu entre les deux. Fait que finalement, je dis l'Enfant Jésus. Puis là, il dit faut que je te transfère en infectiologie. Et là, à partir de là, ça commence à processer dans ma tête parce que là, je me rends compte que ça fait 1 mois que je fais de la température tout le temps. Ça fait 1 mois que je prends des Advil, des Tylenol aux 4 heures. Puis si j'oublie de 5 minutes, la fièvre embarque. Mais la fièvre, j'étais obligé de m'asseoir sur mon divan puis je traînais des petits gants magiques parce que je venais le bout des doigts complètement congelé pendant 10-15 minutes. Puis là, après ça, la température, tu sais, la fièvre embarquait. Puis là, je me mettais à avoir chaud. J'avais très, très froid. Puis après ça, chaud. Là, il y avait la perte de poids. Puis il y avait beaucoup de sudation nocturne aussi. J'étais rendu que le soir, quand j'allais me coucher, je traînais avec moi une serviette de bain puis une serviette à main parce que je le savais que dans la nuit, j'allais me réveiller. Le lit allait être détrempé. Fait que je tassais les draps, je mettais le drap de bain, je mettais la serviette sur l'oreiller puis je me recouchais là-dedans. Mais comme tu disais tantôt, hypochondriaque de nature, mais là, à ce moment-là, mon cerveau associe aucun symptôme au fait que il y a beaucoup de cloches qui sonnent par rapport au cancer en ce moment-là. Et là, je rencontre l'infectiologue qui, elle, me dit c'était un cytomégalovirus qu'elle soupçonnait. Ça, cette affaire-là, c'est comme une grosse mononucléose. Fait que là, je fais ah, ben c'est parfait, on a trouvé c'est quoi. C'est ça, c'est un gros virus, puis ils vont... Comment ça se guérit? Médicaments intraveineux pendant un certain temps, puis OK, génial. Mais là, elle me dit, mais c'est quand même bizarre que ta température tombe quand tu prends Advil puis Tylenol, ce genre de virus-là. Non, c'est pas ça. C'est quand je prenais les antibiotiques pour sinusite puis tout ça. Là, la température tombait pendant quelques jours. Puis là, elle dit, un cytomégalovirus, la température partirait pas. Fait qu'elle dit, il y a juste ce bémol-là, mais à l'âge que t'as, je suis pas mal convaincu que c'est ça. Okay. Fais des tests, j'attends pendant 1 semaine. Finalement... C'est quand que t'es en voyage? Tu sais, moi, ça m'a percuté, cette anecdote-là. On est allé voir Coldplay à New York. C'est quand, ça? C'est avant tous ces tests-là? Ça, c'est... on est parti à New York un long week-end. Le mardi, on revient. J'avais vu des médecins la semaine avant. J'ai une nouvelle batch d'antibiotiques et on m'a donné de la cortisone aussi à ce moment-là parce que là, il n'y a rien qui fonctionne. On revient de New York le mardi matin, même avec la prise d'antibiotiques puis de cortisone. Je me sens pas bien. Je prends ma température. Je monte le thermomètre à ma blonde puis je dis, je fais encore de la température. Ça marche pas, là. Ouais. Puis là, ma blonde, elle me dit, ben, retourne au Jeff. OK, retourne à l'hôpital. Et là, je suis allé. Je comprends. Et là, c'est ce matin-là qu'il y a eu la rencontre avec le médecin. Fait que, fast forward, c'est quand que t'as... Là, elle soupçonne comme une méga mononucléose. Ouais. C'est quand que t'as un test qui confirme que t'as un cancer? C'est cette semaine-là, au fond, la rencontre avec cette médecin-là, je fais des prises de sang, ça part en laboratoire, il y a des cultures, on est obligé d'attendre à peu près 1 semaine. Puis à un moment donné, on n'a pas de nouvelles après 1 semaine. C'est ma blonde qui, elle, rappelle à l'hôpital puis met de la pression. Et là, on a une rencontre le vendredi avec cette médecin-là. Et là, c'est le moment comme la pub à la télé il y a quelques années. Là. Si on voyait les chaises renversées là, à l'envers. Là, on est assis dans le bureau. Il y a elle, il y a moi, il y a ma copine. Puis là, elle dit, moi, de mon côté, tous les résultats sont beaux. Tout est sorti négatif. Fait qu'on soupçonne un lymphome. Et là, moi, je suis comme, bah, c'est quoi ça, cette affaire-là, un lymphome? Mais ma blonde, elle travaille, est travailleuse sociale. Travaille en santé, travaille dans un hôpital aussi. Fait qu'elle, elle arrête, puis elle regarde la médecin, puis elle dit, donc, c'est un cancer, là. Fait que là, elle dit, ouais, c'est un cancer. Puis là, tout s'éteint, tu sais, on tire sa plug complètement. Là, moi, je deviens complètement stoïque. Je suis comme... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Shot d'adrénaline, les jambes qui...
les gens, tu sais, dans le sens, on a l'image de la pub, Ouais. mais concrètement, genre, tu sais, des gens qui apprennent des nouvelles de fous, qui disent, je me rappelle plus. Tu sais, qu'il y a comme Ouais. il y a comme le corps, par protection, tu sécrètes tellement d'adrénaline, puis tout. Y a-tu un moment dont tu te rappelles plus ou tu te rappelles bien ce que tu as ressenti? Il y a plein de moments que j'ai oubliés. Il y a vraiment plein de moments que j'ai oubliés. Mais ce moment-là, je me souviens que la première chose qui me vient en tête, c'est comment on va annoncer ça aux gars. Parce que tu as 2 enfants. Parce que j'ai 2 enfants. J'ai 2 jeunes garçons. Puis à ce moment-là, ils sont vraiment tout petits, là, 2-6. Là. Puis c'est la première chose qui me vient en tête. Puis là, c'est ça. C'est vraiment comme la fonction portrait là, dans l'appareil photo du iPhone. Là. Fait que il y a comme le centre, le focus se fait, mais autour, tout est un peu flou. Là. Ouais. C'est un peu ça ma vision. Puis là, je me retourne vers ma blonde, puis elle est dévastée. Là. Elle pleure, puis elle est comme ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Ça se peut pas. T'as 35 ans, ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps, c'est vraiment de la merde, cette séquence-là, parce qu'on vient de sortir de la pandémie. Fait que, puis la pandémie, ça a été de la merde pour tout le monde. Là. Ça a été que, je parle pas d'être d'accord ou pas d'accord avec les mesures, là, ça a juste été de la merde pour tout le monde. Fait qu'on vient déjà de perdre 2 ans, presque 3. Puis là, au moment où est-ce que la vie commence à reprendre, puis on est au début de l'été, là, on est, ça, c'est quelque part comme le 12-15 juin à peu près. C'est supposé repartir, puis on est supposé passer un premier bel été depuis plusieurs années. Ouais. Puis là, on se fait garrocher un cancer en pleine face. On a 2 jeunes enfants. Fait que moi, rapidement, je me mets en mode, je dois consoler ma blonde. Fait que là, je fais juste flatter ma blonde, puis je dis, hey, ça va aller. Là, j'ai de l'air d'enculer des mouches. Mais tu me disais, l'automne, le chaud. C'était à l'été, ça, c'était au mois de mai. Ah, c'était en mai. Ouais. Là, moi, je suis en train de consoler ma blonde. Et là, à ce moment-là, bon, c'est quoi les étapes? C'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ça, au fond? Et là, la médecin devant nous explique, bon, on va essayer, évidemment, de te faire rentrer en oncologie le plus rapidement possible. Je saute des détails, mais on n'est pas en mesure de m'accueillir à l'hôpital immédiatement. Mais ce que je fais, c'est que je sors de là. Puis là, moi, j'ai vu mes garçons le matin avant qu'ils partent. Mais je sors de là et la médecin me dit, ils vont me prendre à un autre hôpital qui est l'Enfant Jésus à Québec, qui est spécialisé oncologie, cancer et tout ça. Mais il va falloir que tu passes par l'urgence parce qu'ils n'ont pas de lit disponible à l'étage. Fait que retourne chez toi, prends une douche, fais-toi un petit sac, puis va-t'en à l'urgence. Fait qu'on fait ça. Sauf que, tu sais, moi, je m'attends à rentrer à l'hôpital, à peut-être passer, je sais pas, une nuit ou 2 là-bas, peut-être une semaine, tu sais, Et là, c'est là que j'ai passé 1 mois à l'hôpital. Parce qu'à partir de là, la rencontre avec l'oncologue, là, dans l'espace-temps dont on parlait tantôt, là, on arrive à la fin du mois de juin. Fait que là, il y a un oncologue à un moment donné qui vient me voir et il me dit, moi, pour savoir ce que tu as exactement, ça me prend une pathologie. Et là, c'est la Saint-Jean en fin de semaine. Et l'autre semaine d'après, c'est la fête du Canada. Fait que ça fait en sorte que pendant 3 jours, on va être low staff. Fait qu'il faut absolument qu'on te fasse les prélèvements tout de suite pour essayer d'accélérer le processus pour savoir exactement ce que tu as. Puis ça a été long. Ça a été difficile parce que à ce moment-là, moi, j'ai à peu près plus de plaquettes dans le corps. Il y a une journée, j'avais 2 plaquettes dans le corps. Moyenne de, je pense, c'est 500, 500-600 habituellement. Là, Fait que là, il n'est pas question que personne me touche. Forrest Gump. Juste sur sa jambe. Oui. Il y avait 2 bonnes plaquettes. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est même pas dans le sang, là? J'avais... Sur sa jambe. J'avais la moitié de ces plaquettes-là. À peine dans mon sang. Mais, bref, personne veut m'opérer, personne veut faire les prélèvements non plus parce que tous les autres médecins spécialistes qui font ça... À ce moment-là, tu commençais à jongler avec l'idée que tu peux mourir. À 100%. Puis ça se passe comment? C'est la pire séquence de toute ma vie. C'est la pire séquence de toute ma vie. Ça se manifeste comment? T'es triste? T'es en tabarnak? Je suis anxieux.
Anxieux. Là, en fait, à l'hôpital, ça nécessite qu'on me drogue. On n'a pas le choix là, de me donner. Je me souviens même plus exactement ce que je prenais comme médicament, mais pour être en mesure de juste rester couché dans le lit tranquille, puis que les infirmières puissent faire les prises de sang dont il y avait besoin, j'ai besoin d'être sous médication. Là. Parce que là, à ce moment-là, tu parlais d'hypocondrie tantôt, là, c'est là que moi, tous les scénarios noirs, c'était ceux-là qui prenaient le dessus là, dans ma tête. Tu sais, j'ai 35 ans, j'ai fait 2 enfants avec une femme que j'aime, puis là, moi, je vais les abandonner là, dans 6 mois peut-être. Je serai plus là. Je vais laisser, c'est ça qui va se passer. Là. Fait que c'est vraiment à cet endroit-là que je suis dans ma tête à ce moment-là. J'ai jamais eu peur autant que ça de toute ma vie. C'est quand que, moi, je m'imagine comment j'espère ne jamais vivre ça, ou disons, le plus tard possible. Mais moi, je pense que, me connaissant quand je suis angoissé, je suis pas capable d'être dans l'inaction. L'attente, tu sais, les attentes, là, des fois, tu entends quelqu'un, ouais, cancer du sein, puis ça va être dans 3 mois qu'elle peut se faire opérer. Tabarnak! Ouais. Mais là, tu sais, tu parles de Saint-Jean, fête du Canada, l'attente avant qu'il puisse savoir c'est quoi, avoir la bonne chose à faire avec ce que c'est. Ouais. Ça, comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Au début, l'autruche, là, la tête dans le sable, là, dans le sens où est-ce que j'étais tellement anxieux que les médecins, n'importe quel spécialiste qui rentrait dans ma chambre, je disais, dites-moi-en le moins possible. Puis, il y a une infirmière, il y a tout le personnel, là. Et, ça prendrait 4 heures de podcast, Alex, pour que je puisse prendre le temps de remercier tout le monde du personnel hospitalier qui a été extraordinaire. Mais je me souviens d'une infirmière qui, elle, à un moment donné, le voit, le sent que je suis vraiment en panique. Elle ressort de la chambre, elle revient. C'est super compliqué en plus à ce moment-là parce que j'ai la COVID. Fait que là, je suis comme dans un sas. Là. Moi, je suis dans une chambre à pression négative. Fait que chaque membre du personnel qui sort de la chambre enlève un kit au complet, revient dans la chambre, doit le remettre au complet aussi. Elle sort, ça fait 2 minutes. Je la vois entre les 2 portes en train de remettre le kit. Là, je me dis, elle a oublié une prise de sang, quelque chose. Elle rentre, elle vient s'asseoir sur le lit et elle dit, « Hey, je viens de parler avec ma sœur parce que nous, on est là-dedans en ce moment aussi. » Cette infirmière-là, elle a une sœur jumelle dont elle est très, très proche, et le fils de cette sœur-là a une leucémie en ce moment, un petit bonhomme de 8 ans. Puis elle dit, je la sens, ta panique, puis j'ai demandé à ma sœur la permission de t'en parler parce que je sais qui t'es, je sais que t'es un animateur radio, moi je t'écoute à tous les jours, ça me fait capoter que tu sois là puis que je sois obligé de te soigner. Fait que si tu veux parler, puis là c'est en dehors du cadre de ce que j'ai à faire comme travail, moi, je suis là, puis ça va me faire plaisir de te parler. Puis si je peux te réconforter de n'importe quelle façon, avec les étapes que nous, on vit, ça va me faire plaisir. Pose-moi tes questions. Puis quand j'aurai pas les réponses, je vais aller les chercher auprès des spécialistes, puis je vais te les ramener. Fait que, tu sais, j'ai été encore là excessivement chanceux, voire mardeux, d'avoir la chance de tomber sur une personne comme ça qui, au moment où j'étais le plus vulnérable, me dit... Je vais m'arranger pour que tu sois bien malgré tout ça. Puis elle a été vraiment l'élément qui a fait en sorte que je me suis mis à m'intéresser à ce qui se passait. Puis là, je voulais savoir pourquoi ça prend 3 jours les faire ces tests-là. Pourquoi je pourrais pas avoir de traitement de chimio avant tant de temps? Pourquoi à cause de la COVID, on retarde tel truc aussi? Parce que là, à ce moment-là, comme tu disais tantôt avec le cancer du sein, tu veux être en mode combat le plus vite possible. Il y a une cochonnerie en dedans. Varlopez-moi ça au plus vite. Là. Ouais, mais là... Attends un peu, on attend le rapport de pathologie. Puis ton réflexe comme patient, c'est de te dire, mais pourquoi vous attendez autant? Si je suis en train de mourir, faites de quoi? Faites de quoi? Puis au plus calisse, s'il vous plaît. Ouais. Puis un moment donné, elle parle avec l'oncologue. L'oncologue rentre dans ma chambre puis il me dit, je vais t'expliquer quelque chose. On a une chance de faire un coup de circuit. On peut pas aller au bat puis avoir une prise ou une balle. Faut que ça soit un coup de circuit dès le départ. Si tu veux que je frappe un coup de circuit, faut que je sache exactement sur quelle balle je vais frapper. Comme ça, je vais m'assurer d'avoir le bon bâton pour frapper sur cette balle-là, puis de faire un hostie de coup de circuit, mon gars. Puis là, à ce moment-là, tout est clair, je fais « Parfait, je te laisse sentir les mains, je te fais confiance. » Parce qu'il hésitait, moi, c'est un lymphome. Il y en a des hodgkiniens, des non-hodgkiniens, sans rentrer dans les détails.
à nos âges, souvent, c'est plus Hodgkin. On a beaucoup entendu ça, beaucoup d'athlètes qui ont ça aussi. Moi, il était sûr que c'était Hodgkin parce qu'il y avait plusieurs cellules de malade, mais finalement, c'était un non-Hodgkinien. Puis ça a été un des premiers coups de circuit de l'oncologue qui finalement vient me voir et me dit « On a bien fait d'attendre parce que c'est pas tout à fait la même chimio. » Fait que si je t'avais donné la chimio pour Hodgkin, on aurait peut-être fait une balle ou une prise avant de faire notre coup de circuit, finalement. Fait il y a vraiment eu les deux moments. Là. Le moment où est-ce que j'étais comme, parlez-moi pas, je veux plus rien savoir. Déjà, j'étais en panique. Puis à un moment donné, là, j'étais en train de faire ma résidence pendant le mois où j'étais à l'hôpital. C'est quoi ton lien avec, durant cette période-là? Parce que moi, ce qui me touche, c'est comment, justement, tu as pensé abandonner tes garçons, ta blonde, ton amoureuse, tu sais. Est-ce que, tu sais, des enfants de 6 puis 2 ans? Là, oui, c'est ça. Il y avait 6 puis 2 ans, oui. Qu'est-ce que t'expliques à un petit gars de 2 ans pour justifier que papa vient plus dormir à maison? Vous l'avez fait ensemble, ta blonde puis toi? C'est ta blonde qui l'a fait? C'est toi qui l'as fait? Ça s'est passé de quelle façon? Ma blonde n'a pas eu le choix de le faire parce que j'ai été pogné à l'hôpital pendant 1 mois. Parce qu'à cause de l'histoire, du traitement, des plaquettes, puis tout ça, ils ne voulaient pas me laisser sortir. Puis c'était bien mieux de même aussi. On FaceTimait tous les jours avec les enfants parce que, tu sais, on est chanceux, on a cette technologie-là. Puis ça, c'était quand même cute parce que mon plus jeune, la relation qu'il y a avec les médecins, c'est tu vas à la clinique, tu t'assois, t'attends, tu vois le médecin te dit quelque chose, après ça, tu retournes à la maison. Fait qu'à tous les jours, quand le FaceTime commençait, mon plus jeune me demandait « L'as-tu vu le médecin, papa? » Parce que lui, il pensait que j'attendais de voir le médecin. Puis c'est pour ça que je revenais pas à la maison, parce que je n'avais pas vu le médecin encore. Fait que c'est pas grave, en fait. C'est juste ça prend du temps avant de voir Mais c'est bien long, cette affaire-là. C'est donc bien compliqué. Puis au début, on utilisait vraiment beaucoup le terme « grosse maladie ». Fait que c'est ma blonde qui parlait de ça. Tu sais, papa, il y a une grosse maladie. Mais en même temps, là où il y a eu un avantage, nous, de la pandémie, c'est ça. C'est que toutes les contraintes qu'on a eues à la maison dès que les enfants étaient malades, devaient porter un masque, puis moi, il fallait que je porte un masque aussi parce que j'étais en traitement de chimio, mon système immunitaire est à terre. Les enfants, ça faisait déjà 2 ans et demi, 3 ans qu'ils faisaient ça. Je comprends. Fait que, tu sais, on avait comme ce background-là qui était de notre bord, finalement. Puis à un moment donné, on voulait pas utiliser le mot cancer parce que c'était le premier été de mon plus vieux au camp de jour. Première année où il est plus en garderie. Puis à un moment donné, moi, je fais juste dire à ma blonde, je dis, imagine qu'on dit à Jules, j'ai un cancer, puis il y a un petit gars au camp ou une petite fille qui dit, hey, moi, mon oncle est mort du cancer cette année. Je veux pas que Jules capote avec ça. Mais dans le processus, le système de santé, on peut bien chialer, là. C'est sûr que ça se peut que tu attendes 9 heures à l'urgence quand tu te casses un avant-bras, là. Mais quand tu es très malade, on a un super système de santé. L'oncologue vient avec une psycho-oncologue aussi, travailleurs sociaux, puis là, tu as toute une équipe là, autour de toi, là, infirmière pivot aussi. Fait que tous ces gens-là te donnent des outils pour comment aborder ça auprès de tes enfants. Puis à un moment donné, nous, on a pris la décision de dire les vraies choses. T'sais, papa, il a un cancer, c'est une grosse maladie, je vais avoir des gros traitements, ils vont carrément me mettre du poison dans le corps, mais c'est pour me guérir. On espère vraiment que ça va me guérir, mais on le sait pas. Il n'y a pas de garantie à 100% non plus. Puis on explique tout le processus. Un autre truc qui est cool, c'est qu'on a beaucoup d'amis à moi qui font de la calvitie. Fait que quand j'ai dit à mes enfants, papa va perdre ses cheveux, il va peut-être perdre ses sourcils, j'aurai plus de cheveux, là, capotez pas dans le... Là, mes enfants me disaient, ouais, comme mon oncle Sam, comme mon oncle Jean-Gab. Là, je disais, c'est vrai, il y a plein de choses. Fait que les autres aussi, il y avait comme mis la table. Mais à un moment donné, on a fini par nommer ce que c'était. Est-ce que tes enfants pleurent? Est-ce que toi, tu pleures devant tes enfants? C'est quoi ton rapport par rapport à ta gestion de la tristesse? Là, t'es-tu en mode guerrier? Puis non, je suis là pour me... Ben, je sais que t'étais en mode guerrier, mais dans le sens, c'est quoi ton rapport avec te permettre d'évacuer ça à l'occasion? Et le fais-tu avec ta blonde, devant tes enfants, ou ils ont-tu vu un père? Parce que, pourquoi je te demande ça? C'est que moi, c'est fou quand on est enfant, on contrôle pas quel souvenir qui va nous marquer puis qu'on garde toute notre vie. Des fois, à l'âge adulte, tu te rappelles, je sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais moi, je me rappelle d'avoir vu mon père pleurer une fois. Puis, je trouve ça cool.
parce que c'est un homme qui est proche de ses émotions, mais je l'ai pas vu pleurer plein de fois. Ouais. Puis je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Ouais. Fait que, est-ce que tu as pleuré devant tes enfants? Est-ce que tu as pleuré des fois en leur expliquant le processus à travers lequel tu passais? Tu me posais une question tantôt sur t'as-tu oublié des bouts? Peut-être que j'ai oublié des bouts, mais il me semble que non. Il me semble que j'ai pleuré beaucoup à l'hôpital. À chaque soir, là, quand je fermais l'ordi ou mon téléphone, là, quand c'était la fin du FaceTime, là, c'était épouvantable, là, mon gars. Là. C'était les chutes Niagara pendant une demi-heure, 45 minutes. Il y avait, tu sais, j'avais des infirmières des fois qui venaient parce que, tu sais, j'étais en sanglots. Là. C'était pas juste pleurer, là, c'était plus capable de reprendre ton souffle comme un enfant. Là. Tu sais, c'était tellement... c'était incontrôlable. Là. Ça, c'était juste incontrôlable. Là. Ça, ce moment-là, ces moments-là, parce qu'il y en a plusieurs dont je me souviens. Je me souviens d'un soir où est-ce que je pleure vraiment comme ça, puis il y a une infirmière qui rentre dans ma chambre, puis elle me dit « Y a-tu un truc que je peux faire pour essayer de te réconforter un peu? » Puis je me souviens d'y avoir dit « Si je suis pour mourir, permettez-moi juste de revoir mes enfants une fois. » En vrai, là, en personne. Ça, je me souviens d'avoir dit ça une fois à l'infirmière. J'avais tellement peur. J'avais tellement peur de pas les revoir, man. J'avais tellement peur de pas les reprendre dans mes bras. Ça, là, ça a été le pire. Ça a été le pire. Fait que j'ai tellement pleuré, je pense, à l'hôpital, que quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais un super oncologue, le docteur Chénard, qui m'a dit « On a un game plan, mon gars, c'est ça qu'on va faire. C'est 6 traitements. Ça t'amène jusqu'à l'automne prochain. Puis, on va le varloper, cette petite cochonnerie-là. » Là, j'étais plus en mode guerrier. Fait que, tu sais, comme je te disais, à moins que je l'aie oublié, j'ai pas le souvenir à la maison. Il y a eu des vents de panique où, tu sais, je pouvais pas saigner, je pouvais pas m'exposer au soleil, je pouvais pas. Fait que quand les gars me fonçaient dedans, dès que je faisais une ecchymose, là, des fois, j'étais en panique, tu sais. Mais de pleurer devant eux, de m'effondrer devant eux, je l'ai pas fait parce que je l'ai ben trop fait à l'hôpital, tu sais. C'est quand que je me rappelle, là, tu sais, moi, on travaillait déjà ensemble. Là. Mm-hmm. J'avais des nouvelles, tout le monde me donnait des nouvelles de OK, là, peut-être qu'on s'est texté un peu, Ouais. mais pas tout de suite, pas dans les premiers moments, là, parce que, tu sais, je me rappelle plus, mais je veux pas être le lourdeau qui pense que c'est le meilleur ami de quelqu'un alors que t'es dans... Je veux dire, il faut respecter aussi la hiérarchie de proximité, là, tu sais. Ouais. Je suis pas ta blonde. Mais tu m'as texté, je me souviens que tu m'as texté. Mais là, j'ai commencé à avoir des nouvelles de toi un petit peu plus tard dans le processus. Puis là, les traitements semblaient... Il me semble que première fois que j'ai eu des nouvelles de toi, c'est que les traitements semblaient fonctionner. Ouais. Tu sais, selon les indices, puis je me rappelle plus qu'est-ce qui évalue, si tu les plaquettes qui remontent. C'est quand, dans le processus, que tu commences à... Je sais pas comment le verbaliser, mais que l'espoir devient plus gros que l'inquiétude. J'imagine que tu conserves toujours un léger stress parce que tu te dis, Chris, j'ai quand même bien un cancer. Ouais. Mais c'est quand que tu te fais comme, asti, je pense qu'on arrive au bout de la courbe, là. Puis, asti, je pense que je vais avoir une victoire là, au fil d'arrivée. À mi-chemin, il y a un TEP scan qui appelle, là, ils te font boire un petit liquide, puis après ça, c'est une espèce de gros IRM au fond. Puis là, ça permet vraiment de voir l'étendue des dommages. C'était carrément des taches noires que j'avais. J'avais le lymphome, moi, qui était... c'était 11 cm par 9 cm par 7 cm. C'était un pain tranché que j'avais ici, dans le chest. Puis c'était dans les ganglions que ça se répandait. Fait qu'à mi-chemin, il y a quand même l'oncologue qui veut faire une imagerie, lui, pour voir justement comment ça se passe. Puis là, les résultats sont super bons. T'sais. On rentre dans le bureau, puis il me connaît. Fait qu'en ouvrant la porte, avant même d'être assis, il me serre la main, puis il me dit « Je le sais, tout va bien. Tout va bien, mon gars. Assis-toi là dans le... » Fait qu'il gérait déjà mon anxiété aussi. Et là, ça a été le premier comme « OK, ça prend le bon sens. » Parce que quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont donné un paquet de trucs aussi.
médicaments large spectre, puis un paquet d'affaires, l'antibiotique large spectre, en fait, puis un paquet d'affaires. J'avais tous les effets secondaires, mais très peu de bénéfices, très peu de résultats. Fait qu'à un moment donné, ça s'installe aussi, puis tu as une crainte de si tout ce qu'ils me donnent, avant même de me donner de la chimio, je réagis de même. Quand ils vont me donner de la chimio, ça va-tu faire la même affaire? Fait que je vais vomir, je vais perdre mes cheveux, je me sentirai plus l'estomac, je vais avoir les chevilles qui vont enfler, tous les effets secondaires que personne veut. Puis finalement, quand je vais repasser les tests, ils vont me dire « Ouais, ça marche pas tant que ça. » Tu sais, Puis j'ai été excessivement chanceux parce que ça, c'est un coup de dé pour vrai. Il y a des gens qui ont le même cancer que moi, qui réagissent de la même façon, sinon mieux, mais il y a des gens qui ont le même cancer que moi, puis qu'après un certain nombre de traitements de chimio, les oncologues sont obligés de dire « Ça marche pas ce qu'on fait, il va falloir passer à la deuxième étape. Il va falloir passer à une autre formule. Faut qu'on change la potion parce que celle-là marche pas. » Fait que moi, à mi-chemin, j'avais déjà un fardeau de moins sur les épaules. Mais en même temps, ça venait tout le temps avec un contre-coup, ça, ces affaires-là. Je me souviens que l'oncologue m'avait dit « Mais il est vraiment gros, ton lymphome. Ça se peut qu'il en reste. » Puis là, je suis comme « OK, là, c'était une super bonne nouvelle. Fait que pourquoi il en resterait dans le... » Mais tu sais, il dit « Voilà comme un vaisseau mère. Peut-être que le vaisseau mère va être abandonné. C'est ce qu'on espère vraiment. Mais ça se peut qu'il en reste un petit bout du vaisseau mère. » Il dit « Rendu là, moi, j'ai peut-être quelqu'un que je connais à l'Institut de cardiologie qui va accepter de t'ouvrir puis d'aller chercher un morceau du lymphome pour qu'on l'analyse puis qu'on s'assure que c'est vraiment mort en dedans de ça. » Mais ils font toujours ça, les médecins. C'est normal, tu sais. Ils peuvent pas te donner de garantie à 100%. Fait qu'ils préparent le terrain au pire aussi, là. Mais à ce moment-là... T'as-tu été opéré? J'ai pas été opéré parce que lors du dernier TEP scan, qui est le 25 novembre, je vois l'oncologue, fait qu'à un mois de Noël, fait que là, moi, je dis à ma blonde, écoute, ça se peut pas, là. T'sais, à un mois de Noël, ça se peut pas que ça va être des bons résultats, ça va bien aller. Moi, je suis vraiment craqué, puis je le sens que je vais vraiment mieux de toute façon, puis tout ça. Ma blonde, elle, tu vois, elle était vraiment craintive, là. Elle était comme, ils vont nous annoncer qu'il reste de quoi, puis qu'on repart en traitement. Puis finalement, le 25 novembre, on rentre dans le bureau de l'oncologue, puis il nous montre l'image du mois de juin, avant les traitements de chimio, puis maintenant, il y a le haut de mon corps qui est rempli de taches noires. Je suis un dalmatien, puis de l'autre bord, il n'y a plus rien du tout. Impeccable. Puis là, je dis, il n'y a plus rien, il n'y a plus... Il dit, même moi, j'étais sûr qu'il allait en rester, mais on a Comment tout tu réagis? Je me mets à pleurer dans le bureau aussi, puis c'est... Là, tu penches par en avant. Au lieu que la chaise revole par en arrière, là, tu penches par en avant, puis là... J'étais... c'est la ligne d'arrivée d'un marathon, là. Tu sais, tu passes le ruban, puis là, tu t'effondres à terre, puis là, t'es comme, ah, tous ces efforts, enfin, ont tellement été payants. Puis là, encore là, l'oncologue fait sa job de dire, tu sais, tu le sais, ça se peut que ça revienne, il y a des risques de récidive, mais de la façon dont tu as réagi au traitement, c'est vraiment bon signe, mais je peux pas rien te promettre. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, célébrons, là, on a battu cette petite cochonnerie-là. J'ai eu d'autres invités, puis moi, j'ai souvent dit, je trouve la gratitude a malheureusement une date de péremption. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que on imagine quelqu'un qui côtoie la mort, puis tu sais, t'as peut-être envisagé de peut-être je serai plus un père qui va être là pour mes garçons, ça se peut que je sois plus là. Ouais. Là, finalement, t'as eu la chance, je sais pas si on parle de chance, de bravoure, t'as fighté, mais je veux pas dire ça parce que c'est comme si il y a des gens qui meurent du cancer, c'est pas qu'ils ont pas fighté. Non. Très délicat. C'est un mélange de tout ça, là. Ouais. On se dirait, OK, ben quand tu as passé à travers ça, chaque matin que tu rouvres les yeux, plus belle journée de toute ta vie, parce que c'est un jour bonus. Puis, si je suis mardeux, je profite de la vie, on sait jamais ce qui peut arriver. Mm-hmm. Est-ce que c'est ça ou on oublie, puis on devient... On a oublié qu'on a vécu ça, puis on devient comme on était? Moi, c'est ça qui se passe. Moi, c'est vraiment ça qui se passe. Puis là, je suis en train de revenir, là, tranquillement, pas vite. Tu sais, après cet épisode-là, je me plais à l'appeler comme ça, là, après cet épisode-là, après ça, là, j'étais all-in dans la vie. Là, je voulais reprendre le temps perdu. C'est chapeau de roue, là. C'est reparti. Puis
je m'étais promis à moi-même, tu sais, que comme je disais un peu plus tôt tantôt, tu sais, j'ai toujours été bien enrobé dans la vie, mais là, j'avais perdu excessivement, beaucoup, beaucoup de poids. J'ai jamais été aussi mince que ça dans ma vie. Au fond, la dernière fois que j'ai été mince à ce poids-là, à 160 livres, c'est quand je suis passé par là en grandissant, là. Je crois. La dernière fois, tu vas avoir comme 12 ans. Je suis passé à 160, 162, ça a été pas fini. resté longtemps. Je l'ai jamais revu jusqu'à le cancer. Ouais. Puis là, je m'étais dit, tu sais, je vais en profiter pour rester en forme le plus possible, tout ça. Puis à un moment donné, il y a une partie de moi qui a toujours été plus élevé un peu, là, plus rock'n'roll. J'ai toujours été un gars de party beaucoup. Puis j'ai toujours, tu sais, j'ai eu un cégep assez olé aussi. Puis bref, tout ça pour dire que pendant un certain nombre de mois, j'ai été plus tranquille. Puis après ça, ça a comme reparti de plus belle. Puis là, tu vois, c'est vraiment dernièrement là, que je m'en rends compte. Puis c'est beaucoup par le poids, par la prise de poids. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu sais, d'avoir les deux pieds sur la balance, puis de faire comme, hey, là, OK, t'es en train de l'échapper un peu. Parce que j'ai arrêté de courir complètement. Okay. Après ça aussi, parce que je me suis écœuré de la course à pied. Puis j'ai comme fait, hey, non, j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres chats à fouetter. Je veux. Puis parce que ça va bien, puis que c'est revenu, l'exemple que tu as donné sur la gratitude, c'est vrai. C'est exactement ça. La mémoire est une faculté qui oublie, puis t'oublies. Puis des fois, tu as besoin de juste un moment comme celui qu'on est en train de passer pour que dans mon cerveau, pendant que je te parle, il y a comme une autre partie qui me dit « Hein? T'en reviens-tu, là? Tu te rends-tu compte de la chance que tu as de pouvoir le faire, ce podcast-là, aujourd'hui? » Tu sais, dans le... Fait qu'il y a Puis en même temps, je pense qu'il ne faut pas s'auto-flageller non plus tout le temps. Parce que ça devient facile de tomber dans le « Hey, moi, je peux pas gâcher cette deuxième chance-là. » Puis au contraire, ça a été un peu la niaiserie que je disais dans les derniers mois, dernières années. Là. Quand je partais sur le party, mettons, avec des amis, je disais hey, « Moi, esti, j'ai juste une deuxième vie à vivre. » Fait que c'était comme ma porte de sortie. Ah ouais. Mais oui, t'as raison. Cette gratitude-là, Colin, il faut que tu y fasses attention. Ou du moins, il faut peut-être que tu te mettes juste des petits rappels une fois de temps en temps. Fait que moi, je suis en train de revenir. Là. On est allé une semaine en voyage avec la famille, puis c'était dans un tout inclus. Donc, il y avait de la boisson qui coulait à flot. Puis, assez pour revenir de là puis me dire, là, faut que ça cesse. Il faut que je slack sur la consommation de boissons parce que, tu sais, je fais pas attention à moi du tout. Puis là, j'ai eu la chance, moi, ils ont appuyé sur le piton reset puis ça a marché, mais ça va pas marcher nécessairement la deuxième puis la troisième fois qu'ils vont le faire non plus, là, tu sais. Ça a quand même déclenché des choses. En tout cas, accéléré des choses. Je pense à l'humour, puis je vais arriver au un des moments, un des shows les plus magiques de toute ma carrière. En 24 ans de faire des spectacles, une des soirées, quand je vais mourir, si je devais écrire un livre sur ma carrière, puis 5 shows marquants, il y en a un qui c'est grâce à toi. Ouais. Parce que tu as comme eu, je pense, l'urgence aussi de dire, ben Chris, je veux profiter de la vie puis aussi d'essayer des choses. Je veux pas te mettre des mots, mais entre autres en humour, après le cancer, ça a comme accéléré ton processus de Asti, j'ai envie de faire ça, tu sais. Puis je me rappelle plus toute la chronologie, puis elle n'est pas importante dans le processus, mais tu m'avais dit, en fait, je pense qu'on avait déjà jasé avant ton cancer que tu fasses ma première partie à Albert Rousseau. Oui. Est-ce que ça se peut, ça? Oui. Puis bon. Tu venais de commencer avec nous officiellement à Week-end Montréal. Oui. Puis on a un meeting d'équipe à Québec, puis on jase de ça, puis tu me dis « Hey, je savais pas ça. Je savais pas que tu voulais essayer. Quand tu veux, mon gars, viens sur un de mes shows, ça va me faire plaisir, je te fais une place. » Ouais. Arrive la fin de ma tournée après ton cancer, puis je me rappelle plus encore la chronologie, mais je sais pas si tu me contactes ou si je te reviens, mais tu sais, sachant que là, tu vas mieux, puis que tu es en, je sais pas c'est quoi le terme, rémission. En rémission, oui. Puis je te dis, en tout cas, on jase, puis on statue que mon dernier Albert Rousseau de la tournée, tu pourrais venir faire ma première partie. Ouais. Puis je me rappelle, tu dis, ben ça va dépendre, tu sais, avec les traitements, puis tout ça, des fois, je suis plus fatigué, Puis j'avais dit, il n'y a aucune pression, on l'annonce pas. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas comme si tu déçois des gens de pas être là. S'il y a des gens des auditeurs de week-end qui veulent absolument te revoir, puis qui achètent des billets pour le show parce que t'es là en première partie, finalement, t'es pas là, sont déçus. On l'annonce juste pas. Finalement,
je pense qu'on s'était dit, tu peux me le dire une journée ou même le jour même, je pense. Si tu le sens pas, tu le sens pas. Ouais. Si t'es en forme, t'es en forme. Et t'avais écrit un numéro beaucoup sur ce processus-là. Ouais. Des estis de bons gags. Qu'est-ce que j'en revenais pas. Puis, t'es monté sur scène, t'as fait de l'impro, tu fais de la radio, t'es quand même un communicateur, tu fais un métier de communication publique. Mais faire un Albert Rousseau, 1300 personnes qui avaient ce soir-là, c'est quand même intimidant. Ouais. T'es arrivé, et c'est là que je te dis, puis l'émotion pourrait me gagner, mais j'avais eu la chance de te présenter. Ouais. Puis il y avait beaucoup d'auditeurs de week-end. Puis j'avais dit, je me rappelle plus comment je t'ai présenté, mais j'ai une première partie, c'est une belle surprise. Nathan Meilleur. Et Sakou Koivu au Centre Bell, quand il est revenu, c'était peut-être un petit peu à plus petite échelle, mais c'était dans le sens, le Centre Bell, c'est 22 000. Ouais. Mais c'était ce type de moment-là. Ouais. Et je me rappelle, on s'est fait une accolade, t'es arrivé, puis j'entendais, il y a du monde qui se levait, standing ovation, ça applaudissait, tu pouvais pas placer un mot parce que les gens étaient euphoriques de te voir. Mais bon, il y a ça. Après, il faut livrer la marchandise. C'est pas un téléthon. Ouais. C'est une première partie. Ouais. Pendant 7 minutes, t'as tout décalissé. Ouais. J'étais dans les coulisses, je me rappelle comme c'était hier. L'émotion qu'on vient de vivre, puis là, t'as une aisance, mon gars. Tu livres tes gags, t'avais des bons gags sur ça. Tu sais, c'est un sujet aussi qui est... C'est un des moments que ma carrière, un des moments privilégiés que j'ai vécu par l'entremise de toi, de regarder ça. C'était... Tabarnak, c'est un des plus beaux moments de ma carrière. Ça me touche énormément. C'était malade. Ça me touche vraiment beaucoup, ce que tu me dis là. Mais c'était toi. C'est toi. Non, je veux pas aller... Non, mais dans l'ordre chronologique, c'est toi qui m'a... Parce que tu m'avais réécrit pour me proposer ça en me disant, je sais que c'est la salle Albert Rousseau, je sais que c'est big, mais en même temps, on a une formule actuellement où on fait tirer des billets à Week-end Québec et à Week-end Montréal. Fait qu'il va y avoir plein d'auditeurs qui te connaissent. Fait que tu m'avais enrobé là-dedans aussi. Là. Tu m'avais proposé ça sur un plateau d'argent, puis... Tu sais, tu parlais tantôt il y a bien des jeunes qui sortent d'ATM ou du Collège Radio-Télévision de Québec qui aimeraient ça avoir le même parcours que moi parce que j'ai jamais fait de radio en région. J'ai même pas étudié en radio. T'as commencé à Week-end Radio. J'ai commencé à Week-end Radio. Dans une petite station. Dans le show du retour. Quoi? Dans une Formule 1. J'avais jamais piloté de ma vie. Ils m'ont assis dans une Formule 1. Ça a été la même affaire avec l'humour. J'avais jamais fait d'humour de ma vie. J'ai même pas dit un gag. J'ai un standing ovation à salle Albert Rousseau. Ça n'a pas de bon sens quand tu y penses 2 secondes. Puis, dans mon top 4 des plus beaux moments de ma vie, la naissance de mes 2 gars, la première fois que je me suis fait sucer, puis ce moment-là. Mais... Sincèrement, blague à part, j'ai une photo sur le piano, c'est Geneviève Hébert-Dumont qui l'a pris en coulisses. J'arrive, les gens se lèvent, applaudissent, puis j'ai le micro dans les mains, puis je suis juste penché par en avant parce que je suis en train de réaliser ce qui se passe. Puis cette photo-là est sur le piano chez nous quand tu rentres, c'est la photo centrale. Là, c'est ma plus belle pièce de collection dans ma vie. Ce moment-là, c'est malade. Mais là où je veux en venir, c'est ça a accéléré des rêves que tu as, puis on n'a pas de temps à perdre, puis la vie peut être courte. Puis j'imagine que ça l'a fait dans ta relation avec tes enfants, avec ton amoureuse, mais même aussi je te vois plus dans tes projets de carrière, tu te gênes pas pour dire haut et fort, hey, moi j'ai envie de faire ça, puis je veux le faire. Puis est-ce que, parce que là, je sais que tu es monté sur scène par la suite une couple de fois. On a refait un show ensemble au Château Frontenac. Tu as refait ce numéro-là, ça a super bien marché. Là, tu écris d'autres stocks, tu as le couteau entre les dents. C'est quoi tes rêves? Puis tu sais, une des étapes, moi j'ai tout le temps entendu ça avec le sport, une des étapes pour qu'un rêve se concrétise, c'est déjà oser le dire à voix haute. Par rapport à le reste, à part la radio, dans la carrière artistique, quels sont tes rêves? C'est vraiment ça, c'est de faire plus de scènes. C'est sûr que, tu sais, Puis le goût de la scène, ça vient de l'impro. Ça vient
ça vient d'amis qu'on a en commun. Puis ça, c'est pas la première fois qu'on en parle non plus. Vous le voyez pas, mais c'est le gars qui est caché l'autre bord du rideau. C'est Ben qui était moniteur au Patro Rocamadour quand j'étais petit, qui était ami avec Yann, qui était moniteur au Patro de Charlebourg. C'est eux qui m'ont montré à faire de l'impro avec Hugo Pellicelli à l'époque. Fait que déjà, il y a cette petite étincelle de je suis pas bon en basket, je suis pas bon au hockey, mais ça là-dedans, calique, je suis pas pire. Je fais rire. Je fais rire. Ouais. Puis, on va sûrement reparler plus tard aussi de ça, mais au secondaire, c'est vraiment ce qui m'a sauvé le cul, moi, c'est de faire rire les gens. Il y a eu des moments où j'ai eu la chance d'animer des spectacles après ça au secondaire, secondaire en spectacle, puis Soirée des arts de la capitale, puis on faisait le Capitole de Québec quand même, puis j'animais les shows complets. Fait que ce goût-là de la scène, je l'ai toujours eu, mais je l'ai jamais concrétisé. Sauf que là, c'est sûr que ça, c'est un rêve. Puis c'est de trouver... Sortir un show? Ah! Ouais. Parce que tu peux être un amateur, puis je le dis pas de façon péjorative. Ouais. Tu peux combler ton besoin de scène en montant une fois ou 2 semaines. C'est rendu qu'il y a plein de soirées d'humour à Québec. Ouais. Tu viens des fois à Montréal, t'es un guerrier, là. Tu viens faire un open mic au bordel à Montréal. Ouais. Tu le fais aller-retour. Ouais. Pour moi, ça, c'est un guerrier, là, tu sais. C'est pour ça que les gens me trouvaient fou de faire l'aller-retour pour venir faire le podcast avec toi aujourd'hui. Ouais. Vous avez pas idée comment moi je rentabilise mon temps. Ça va durer au moins 45 minutes. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fait 5 minutes de... J'ai même pas comblé le 5 minutes. J'étais en panique. J'attendais que la petite lumière rouge allume. J'étais là, pour vrai, j'ai plus de gag, ça marche plus. Ouais. Je pense que j'ai fait 4 minutes 15. J'ai remarqué dans mon char, puis je suis redescendu à Québec pour le faire. Mais un show... Un one-man show? Un one-man show, la vérité, c'est oui. Okay. C'est sûr que oui, j'aimerais ça. Maintenant, c'est de se discipliner pour le faire. Je travaille actuellement avec un gars, Tommy Girard à Québec, qui est un humoriste de la relève aussi, un ami qu'on a en commun avec PB. Et une estifie de machine, ce gars-là, il est tellement bon. On a fait le Gong Show ensemble, justement, dernièrement à la salle Albert Rousseau. Puis, j'étais en train de travailler sur une soirée d'humour avec ce gars-là. On l'essaye une fois, on verra après, parce que comme tu disais, il y en a plein des soirées d'humour aussi. Mais ce que j'ai besoin, en fait, en ce moment, c'est ça. J'ai comme pas le choix d'avoir des contrats ou des mandats pour te botter le cul à écrire. M'obliger à écrire. Parce que avec la réalité familiale, puis avec le fait que j'ai déjà un travail, puis c'est la radio, puis ça, je veux garder ça. T'sais, je veux pas tasser la radio pour faire que de l'humour. Mais éventuellement, c'est sûr que si je suis capable de présenter un one-man show, là, c'est sûr que je cocherais d'autres choses sur la bucket list. Il y a 1000 affaires, je veux te parler, mais là, récemment, j'ai fait un podcast avec, je me rappelle plus quel invité, puis il y a une fille qui m'a écrit, m'a dit, ouais, des fois, c'est long avant que tu arrives à la peine d'amour. Okay. Là, c'est un record. Grosso modo, 1 heure. Et il n'est pas question que je vienne à Montréal pour rien. Exactement. Non, mais c'est tellement intéressant. C'est que pour moi, la peine d'amour, c'est... Oublie pas ta brosse à dents, la thématique commune à tous les épisodes, c'est la pire peine d'amour. Mm-hmm. Mais c'est que ça fait partie... Pour moi, c'est... T'es inspirant, là, tu sais. T'es d'une inspiration. Il y a d'autres affaires dont je veux te parler par la suite, mais je demande tout le temps à mes invités de venir parler de leur pire peine d'amour. Ouais. Puis je trouve ça intéressant parce que ça sort un peu de l'ordinaire. C'est une relation qui est morte dans l'œuf, en fait. Ouais. Ou qui n'a même pas eu lieu. Qui n'a même pas eu lieu, en fait. Qui n'a même pas eu lieu dans le... Parce que, tu sais, moi, des peines d'amour, j'en ai pas. Ben déjà, t'es avec ta blonde actuelle depuis... Ça va faire 13 ans, là, qu'on est ensemble. Fait que là, t'as 38, 25 ans. Fait que là, puis des fois, ben c'est ça. Dépendamment des gens, les premières blondes sérieuses, des fois, c'est pas à 15 ans, 16 ans, c'est plus tard dans la vie. C'est plus tard un peu. Ça te laisse pas une grosse fenêtre pour... Non, parce que, tu sais, en réalité, moi, j'ai eu 2 blondes dans la vie. J'ai eu ma blonde actuelle, puis j'ai eu une blonde avant. Tu sais, pour vrai, comme sur papier, mettons, là, j'ai dans mes statistiques, dans la case blonde, j'en ai 2. La fille qui t'a sucé, qui était un de tes 4 plus beaux moments, ça a-tu été une de tes 2 blondes? Ouais, non, ça, c'était une autre, au moins. Au moins. Mais c'est une fille au cégep. Puis je tombe éperdument amoureux de cette fille-là. Puis il y a quelque chose. Puis à un moment donné, il y a plus rien. Puis c'est excessivement difficile à expliquer parce que encore aujourd'hui, il y a des éléments de cette histoire-là que je comprends pas. C'est-tu des pièces du puzzle qui manquent ou c'est juste parce que les pièces sont pas à bonne place exactement? Mais dans le sens, est-ce que votre dynamique
te laissait des signes que ça se peut avec elle. Oui, pendant un certain temps, oui, vraiment. Mais je pense qu'en même temps, moi, au cégep, je me suis tellement perdu à un moment donné. Puis, tu sais, je faisais des gags avec ça, mais les contrats de réussite, tu sais, c'est vrai que j'allais pas à mes cours. J'ai vraiment chié ça, le cégep. OK. Mais je faisais des estis de bonne mix. Puis c'est sûr, je te calais sur une volée au baby-foot. Impro mix. Oui, improvisation Ceux qui ont mix. pas le... C'est ça, ceux Ouais. qui n'ont pas la référence. Mais c'est ça, en impro, je m'en sortais vraiment bien. J'étais dans une équipe qui est une dynastie dans la ville de Québec. Tu sais, les Joyeux Pyromanes du Cégep Limoilou, tout le monde au secondaire voulait jouer pour les Joyeux Pyromanes. Tu sais, maintenant, des ligues d'impro, c'est un peu comme les soirées d'humour. Il y en a partout dans les bars et tout ça. Mais à cette époque-là, l'improvisation... T'es un peu une star du cégep. Oui. OK. J'avais cette chance-là parce que l'improvisation, c'est très, très scolaire à ce moment-là. Tu fais de l'impro parce que tu as une équipe d'impro à ton école. Mais il n'y a pas... Tu sais, à Québec, ça commençait au secondaire. Après ça, c'était au collégial, Ouais. Garneau, Sainte-Foy, Limoilou. Puis après ça, c'était la Ligue universitaire d'impro. C'était la lui. Ouais. Tu n'avais pas d'autre option. Je pense, je le prends sur moi, OK? Ouais. C'est mon erreur à 100%. Je pense, j'ai pas posé la bonne question. Non, t'as Moi, posé la bonne ce que je voulais poser, c'est... Oui. La question que je voulais poser, c'était pas « Parle-moi de l'origine et du développement de l'impro au Québec. » C'était... Non. Hey, mon erreur. C'est peut-être sa sortie comme ça. Ouais, Explique-moi l'évolution de l'improvisation au Oui. Québec. C'est ça que tu Ce m'as que demandé. je voulais poser, c'était est-ce qu'avec elle, il y a des signes que peut-être qui auraient été intéressés par toi? Oui. Oui. Bon, ben merci d'être venu, Nathan. Ça m'a fait plaisir. Non, mais dans le sens, pour que tu vives un deuil amoureux, Ouais. pour que ça fasse mal, Ouais. il faut que tu puisses t'imaginer que c'est possible. Ben, Moi, ça fait pas mal de pas avoir de Ferrari parce que c'est pas possible. c'est ça. Mais ça me ferait mal d'être sur le bord de pouvoir m'acheter peut-être un petit char de mon rêve qui coûte 50 000, puis finalement, je sais pas, c'est un mauvais exemple, les voitures, mais quelque chose qui est tellement loin, ça fait pas mal parce qu'on se dit, ben, écoute, ça fait pas partie de ma vie. Mais pour pouvoir rêver à être en couple avec elle ou être amoureux d'elle, il faut qu'il y ait une chimie, il faut qu'il y ait des rires, il faut qu'il y ait une complicité, il faut qu'il y ait peut-être de l'intimité. Il y avait ça, il y avait cette chimie-là, puis blague à part, c'était à cause de l'impro. Tu sais, quand t'as dit tantôt mon historique de l'impro au Québec, mais quand t'as dit t'étais une star de l'impro, c'était un peu ça qui se passait. OK. Puis, étant donné que j'étais une star de l'impro à ce moment-là, et qu'elle aussi est dans l'équipe d'improvisation, il y a l'espèce de phénomène de « je suis hot », là. Puis j'ai l'impression qu'à ses yeux, je suis hot aussi. Ouais. Puis ça, jamais vécu ça dans ma vie. Avec une fille, jamais. Pas de tout mon secondaire. Parce que puberté excessivement tardive, donc jamais ce feeling-là. Ou du moins, si c'est arrivé, j'en étais pas conscient. Fait qu'il y a eu ce sentiment-là qui s'est développé. J'ai eu l'impression aussi que ça se développait. Elle, à ce moment-là, elle avait un copain. Finalement, après un certain temps, n'est plus avec son copain. Fait qu'il y a encore plus de chances, d'après moi, que ça va fonctionner. Mais en même temps... Ça dure sur combien de mois, votre relation qui se tisse? Ah, c'est plus en années même. Là. Le souvenir que j'ai, là, c'est comme un truc sur 1 an et demi, 2 ans. Là, que ça. Puis, mais en même temps, c'est le souvenir que j'ai. Il me semble que c'est ça. Au moins 1 an, 1 an et demi. Mais ça fait en sorte que, moi, je tombe excessivement amoureux de cette fille-là. Mais je la vois dans ma soupe. Là, puis, on se côtoie régulièrement. Puis ça fait en sorte que je me mets à côtoyer aussi ses amis, sa famille, ses parents, tout ça. Puis tout le monde le voit, là. Tout le monde le voit bien. À un moment donné, tout le monde m'en parle puis me le dit de, tu sais, t'es amoureux fou, là. Puis je le sais, là, tu sais, je la trouvais belle, je la trouvais drôle, je la trouvais intelligente. Mais à un moment donné, il y avait comme jamais... Au moment où est-ce que tu penses que ça va se passer, au moment où est-ce que tu penses que c'est peut-être là, hop, il y a de quoi qui débarque, là. Il y a de quoi qui fonctionne pas, finalement. Il y a quelque chose qui... On s'ostine sur une affaire. Des fois, souvent, on s'ostinait comme si on était un couple. Vraiment comme si on était un couple. Là, la bisbille pognait, la marbre pognait, là, puis on était frus un après l'autre. Là. Okay. Ben, en beau Christ, là, de partir chacun de notre bord, puis parle-moi pas, ferme ta gueule. On part chacun de notre bord dans le... Fait qu'on avait
pendant un certain temps, maintenant avec le recul, je suis capable de voir que pendant un certain temps, on avait vraiment la chimie d'un couple. Mais est-ce qu'il y a eu de l'intimité? Il y a eu des moments d'intimité. Il y a eu de French? Ouais. Il y a eu des moments d'intimité, mais ça a été quand même assez bref parce que en fait, c'est que je pense qu'elle m'aimait bien, puis ça aurait peut-être pu marcher, mais en même temps, je pense que de son côté, elle voyait le gars pas du tout sérieux que j'étais à ce moment-là de ma vie. Puis pendant cette année et demie, 2 ans-là, ça s'est juste empiré, ça. Cette partie-là de moi aussi, d'aller de moins en moins à mes cours, de fumer de plus en plus de battes, de vouloir juste faire de l'impro, puis jouer au baby-foot, puis aller au bal du lézard, prendre une bière à 12h30, tu sais, au lieu d'aller à des cours. Fait que, au moment où j'aurais pu être vraiment brillant puis me dire « Oh, ramène-toi tout de suite parce qu'il y a peut-être une opportunité avec cette fille-là. » Je ne l'ai pas faite, j'ai pas su le faire par manque de maturité, justement. Puis ça a fait en sorte que je suis passé à côté. Puis aujourd'hui, tu sais, ça va, là, je suis pas aigri de ça, puis on s'est revus, on s'est recôtoyés, puis tout ça. Mais est-ce qu'elle a déjà su que tu étais amoureux d'elle? Ah oui, ah oui. Ah, tu as dit? Oh oui, j'y ai dit, mais même elle aussi, elle le voyait. Donc, là, elle a dû décliner. Il y a eu un moment officiel où elle dit hey, parce que je veux dire, si tu es amoureux de quelqu'un puis que tu lui dit, l'autre a 2 choix. Soit, ben, oui, on essaye, ou soit, non, pas de mon côté. Ça s'est passé. Je me souviens exactement comment ça s'est passé parce qu'on est en train de revenir d'un tournoi d'impro, justement, avec l'équipe. Fait qu'on est dans une van ensemble. Puis à un moment donné, elle fait juste dire dans la van, ouais, en fin de semaine, j'ai frenché un tel. Puis là, je fais comme, asti, là, c'est sûr que tout est fini, là. C'est sûr que tout est fini. Puis ça, j'avais visé juste parce que c'est encore son conjoint aujourd'hui. Non. Et le père d'enfants avec elle. Fait que à ce moment-là, ça a été le point de rupture, là. Tu comprends? Puis ça s'est quand même bien fait dans le sens où est-ce qu'à la fin de cette année-là, moi, j'ai décidé de me ressaisir aussi puis de me rendre compte que là, le cégep, ça marchait vraiment pas. Fait que ça servait plus à rien que je reste là non plus. Puis si je me souviens bien, elle terminait ou je pense qu'il restait 1 an aussi. Mais bref, moi, je suis parti à la fin de cette année-là. Puis là, pendant vraiment longtemps, un bon moment, on s'est pas vu, on s'est pas revu non plus. Mais je pense que ce qu'elle sait pas, puis qu'elle va peut-être découvrir en écoutant ce podcast-là, c'est que c'est ma plus grosse peine d'amour à vie. Ça, j'y ai jamais dit. Combien de temps ça t'a pris à digérer ça? Hey, ça m'a pris des mois. Des mois. Après ça, moi, je criais haut et fort que je croyais pas en l'amour. Je disais haut et fort que l'amour, c'était de la merde, que de l'amour, c'était une illusion, que ça marchait pas. Puis, tu sais, à partir de là, je me suis mis à pogner un peu plus avec les filles. Fait que j'ai eu des fréquentations, mais c'est toutes des filles à qui je disais, moi, ça m'intéresse pas d'être en couple, là. Tu sais, je te le dis d'entrée de jeu, je veux que ça soit clair, mais ça m'intéresse vraiment pas d'être en couple. Puis ça a été excessivement long avant que... Mais comme tu dis souvent, je sais pas si je veux pas mal te citer, mais comme tu dis souvent à la station, pas en ondes, mais tu sais, en dehors des ondes, tu dis souvent, la mère de mes 2 enfants, c'est un rebound. Ah, c'est vrai, je dis tout le temps ça. Mais ça a été, tu sais, tantôt quand je te disais le gars un peu tout croche que j'étais en train de devenir et que je suis devenu, je suis resté ce gars-là. Puis avant de commencer à sortir avec Sarah, quand je suis tombé en amour de Sarah, Sarah, c'est la mère de ses enfants. Sarah, c'est la mère de mes enfants. J'étais en colocation avec de ses amis à elle, d'enfance, depuis 4-5 ans, là, qui se connaissaient. Puis je leur disais, ouais, Sarah, moi, je la trouve vraiment de mon goût. Puis eux me disaient, oublie ça, mon gars, là. C'est une fille sérieuse. Comment je te dirais bien ça? T'es un esti de tout croche. Ça marchera jamais. Ça fonctionnera pas. J'étais ami avec son frère à Sarah aussi. Puis je le disais à son frère, je disais, ta sœur, je la trouve vraiment de mon goût. Puis lui, il me disait, c'est mon gars. C'est quoi son nom, lui? Oublie ça, Jean Gab. OK, c'est lui qui a perdu ses cheveux?
Oui, j'ai encore pas perdu ses cheveux. Mais lui, il me disait, ça marchera pas. Tu sais, ma soeur, c'est une fille sérieuse, c'est une fille, tu sais, qui sait où elle s'en va. Puis dans le... Fait que ça a été excessivement long de convaincre Sarah que j'étais pas le tout croche que tout le monde pensait, mais pour ça, j'ai dû effectuer des changements. Comme? Ben, comme, tu sais, j'étais en colocation avec des amis, je fumais, je buvais, je faisais le party quasiment tous les soirs. Puis, tu sais, à ce moment-là, je travaillais chez Enterprise. Fait que, tu sais, moi, le lendemain matin, je me réveillais à 5h30, je mettais un beau petit complet, mais c'est correct, tu sais, t'as 20 ans, fait que t'es capable de te permettre ça, tu peux faire ça. Ton corps suit pendant un certain temps, un certain nombre d'années, mais ça avait comme plus de bon sens, là, tu sais, j'étais vraiment sur une chire, puis ça dégénérait complètement. Fait que c'est ce qui m'a ramené. Tu sais, veux pas, c'est vraiment ce qui m'a ramené parce que je voulais absolument avoir Sarah dans ma vie. Si j'avais été capable de faire la même chose avec cette fille-là au cégep, peut-être qu'elle m'aurait donné ma chance finalement, mais j'ai jamais su faire ça au cégep parce que j'avais pas la maturité pour le faire, tu sais. Ces filles-là, comme ça, tu sais, les premières... Ben, ici, qui fait la mise en onde, nous parlait que des fois, la première peine d'amour, c'est quasiment la plus douloureuse. Ouais. Moi, je suis mis d'accord parce que, en tout cas, je vais pas revenir là-dessus, mais je trouve que les peines d'amour en vieillissant, c'est aussi une grosse boule qui s'accumule de tes insatisfactions par rapport à ta propre vie et tes échecs. Et tu sais, à 18 ans, tu peux encore avoir l'illusion que tu peux corriger des traits de toi-même. Comme tu peux le faire vraiment. Ouais. À 40 ans, tu as un peu plus abdiqué de corriger. Quand ça fait 3 blondes qui te reprochent telle affaire, tu te dis, ben, peut-être que je suis comme ça. Ouais. Fait que je trouve que les peines d'amour sont un petit peu plus fatalistes, en tout cas pour moi. Mais c'est vrai, pour avoir, moi, ma première peine d'amour, j'étais le monde. Je me rappelle, ça, t'as de la misère à respirer. Ton monde s'effondre au grand complet. T'as des sueurs. Quand la fille, c'est fini, je me rappelle des sueurs là, froides, là, tu sais, instantanément, ton T-shirt est détrempé. Là. Je suis pas en train de vivre ça. Ouais. Est-ce que ça t'a fait ça avec cette fille-là? Ouais. Ouais? Ouais. Ça a été parce que j'ai eu une blonde avant Sarah. Ouais. Puis cette fille-là, moi, je l'avais laissée. Finalement, on est revenus ensemble. C'est elle qui m'a laissé. Puis ça m'a fait de la peine quand elle m'a laissé. J'ai été en peine d'amour quand elle m'a laissé, cette fille-là aussi, parce que, tu sais, on était sur le point d'aménager ensemble. On était rendus là dans nos vies, là, 23 ans, puis dans le... Mais ça n'a pas fait aussi mal que ça. Okay. Parce que... C'est la première fois que j'ai cette réflexion-là. Ça m'a fait plus mal, cette fille-là au cégep, parce que c'est 100% de ma faute si ça n'a pas marché. C'est 100% de ma faute. Si j'avais été brillant le moindrement, au lieu de faire mon petit coquille, puis mon petit baveux, puis le petit niaiseux de partir, puis de peut-être qu'elle m'aurait donné ma chance. Fait que le fait que ça soit 100% de ma faute, je peux pas dire ah, mais c'est le timing de la vie, on n'était pas en même place, Je pense qu'elle m'a ouvert plusieurs portes ou des opportunités que j'aurais pu saisir autrement ou mieux. Parce que, tu sais, tantôt, quand tu disais est-ce qu'elle t'a laissé miroiter à un moment donné, je me souviens d'un moment où est-ce que, oui, elle me dit ça se pourrait peut-être que ça marche, tu sais. Moi aussi, il y a un petit quelque chose. Puis là, à ce moment-là, j'ai pas géré, là. Je comprends. J'ai continué à faire le party, j'ai continué à faire le... Fait, si j'avais démontré un minimum de maturité, peut-être. Fait qu'il y a une grande partie de peine d'amour, puis il y a une grande partie de regret là-dedans aussi. Plus maintenant, aujourd'hui, tu sais, on revient dans cet espace-temps-là. Mais n'empêche que, tu sais, ça reste que... Tu sais, je suis sûr que c'est la même affaire aussi pour toi, là, ça reste que ces personnes-là, à tes yeux, même s'il y a eu peine d'amour, dégagent quelque chose qui font en sorte que ça reste dans ton top des plus belles personnes que tu peux regarder dans la vie. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est même si ça n'a pas fonctionné, même si tu as eu de la peine, quand tu recroises ces personnes-là puis quand tu les vois, il y a un petit...
Un petit Mais déclic qui se fait, tantôt, tu te souviens pourquoi tu es tombé en je me amour suis avec perdu eux. tantôt dans mon explication, puis finalement, mais c'est ça que je voulais dire. Là, t'es heureux, t'as 2 enfants, t'as 2 garçons qui sont merveilleux, t'as une amoureuse qui est merveilleuse, tu sembles comblé. Mais cette personne-là, là, cette fille-là, là, Ouais. si t'étais, mettons, la vie faisait en sorte que t'étais célibataire, t'avais pas rencontré Sarah, Ouais. c'est-tu quelqu'un que tu penses qui te ferait encore qui pourrait te faire un peu d'effet ou te surprendre voyons, tabarouette, ça. Puis là, je vais pas te mettre dans une position délicate Non, parce que je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, la réponse, c'est oui. On joue pas, là. Ouais, c'est ça. On joue pas. Mais la réponse, c'est oui. Parce qu'il y a plein de non-vécus. Tu comprends? Puis de non-dits. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, si la vie te donne l'opportunité d'aller là, tu sais, c'est un peu, je sais pas si tu as vu, là, c'est une référence quand même nichée, mais c'est How I Met Your Mother. Je sais pas si tu as déjà écouté cette série-là. Quelques épisodes, Bon. mais... Spoiler alert, là, si jamais il y a des gens qui ne l'ont pas écouté, la finale, c'est un peu ça qui se passe. C'est le père qui explique aux enfants pendant toutes les saisons comment il a rencontré leur mère pour qu'au final, on se rende compte que cette dite mère-là n'est malheureusement plus en vie et finalement, lui, il a vraiment envie de retourner voir quelqu'un qui est hyper important dans l'épisode 1, saison 1. OK. Tu comprends? Wow. Fait qu'on revient complètement à la case départ. Je m'apprêtais à l'écouter. Parce que, mais tu vas voir, il y a d'autres bons trucs, là. L'épisode 6 de la saison 4, t'es écœurant. Fuck! Le reste. mais là, en même temps, si vous l'avez pas écouté, fuck you, là, ça fait genre 15 ans que c'est sorti. Mais il y a un peu de ça. C'est comme l'image que j'ai en tête, c'est si la vie m'offrait ça, dans un contexte où tu étais disponible. Où j'étais disponible, dans un contexte où j'étais disponible, puis où ça pourrait marcher, ben pourquoi pas. Je le vois encore un peu comme le bonhomme Google là, que je te parlais tantôt. Là, j'aurais vraiment l'impression que c'est la vie qui fait juste comme faut que tu ailles là. Parfait, c'est beau, je vais aller voir. Mais je pense que oui. Est-ce que tu te sens plus outillé? Fort probablement qu'avec ta conjointe actuelle, vous avez l'air tellement... Je la connais pas, en fait. Je pense que je l'ai croisée une fois. Me semble. Ben, c'était au spectacle. Albarosso. Ouais, sinon, on n'a pas chillé ensemble. Mais la façon que tu m'en parles tout le temps, ça a l'air merveilleux, puis vous avez une bonne chimie, puis ta relation, fort probable que vous allez être ensemble toute votre vie. Je l'espère. Mais est-ce que tu te sens... Est-ce que cette non-relation-là, ou même ce que tu as vécu avec l'épreuve dans le cancer, est-ce que tu te sens plus outillé pour un futur deuil amoureux ou même une épreuve dans la vie où ça change rien? Les deux, j'aurais envie de te dire les deux, oui et non. Parce que, tu sais, quand tu disais tantôt, là, rendu à 40 ans, quand ça fait, mettons, 3 fois que tu te fais laisser par des filles qui te reprochent la même affaire tout le temps, tu te dis un peu... Mais mettons, on y va super fictif, OK? Ouais. Ça reste fictif. Ouais. Mais mettons que tes blondes te disent toujours « Ouais, ben, Alex, t'es pas capable de t'engager. » Ouais. On est dans le fictif, là. Oh oui. OK. Puis que à chaque fois, c'est vrai. Ouais. Mais c'est qu'après, ça. J'imagine qu'après, c'est une boule de merde, puis tu fais comme, ben, j'ai pas même dans la façon d'affronter de l'adversité, il y a une certaine candeur que tu as pu. Tout à fait. Fait qu'après. Tout à fait. Toi. Il y a de ça. En fait, il y a une partie de moi qui refuse le reproche maintenant. À cause de j'ai juste une deuxième vie à vivre. Fait que tu me reproches ça? Ouais, non. Je le prends pas. Okay. Je vais être de même. Je suis comme ça. Ouais. Puis, en fait, j'ai toujours été comme ça, ou du moins, ça fait des années, mais je le montre pas ou je le ravale. Mais là, maintenant, je me permets de dire aux gens, ouais, non, tu me changeras pas. Parce que là, j'ai passé par cette épreuve de marde-là. Ouais. Puis est-ce que je l'utilise? Si oui, à 100%. C'est sûr que oui, à 100%. Fait que ça devient conflictuel. Tu sais, même dans la relation de couple aussi, ça devient conflictuel. Parce que après l'épreuve, moi, je suis parti de ces chapeaux de roue, je voulais vivre à 100 000 à l'heure, alors que ma blonde, elle avait plus besoin que la vie redevienne un long fleuve tranquille. Là, Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça crée des conflits si on n'est pas sur la même longueur d'onde
surtout non plus. Puis l'épreuve de la peine d'amour au cégep, c'est sûr que ça m'a donné des outils, mais ça m'a donné des outils beaucoup pour changer. Fait que là, je suis complètement aux antipodes. Je comprends. Tu comprends? Parce que cette épreuve-là m'a donné des outils pour changer parce que, comme je te disais tantôt, c'est 100% de ma faute. Fait que si tu te faisais laisser là, ça serait dans un territoire complètement différent. Ben, puis là, je serais probablement comme pris entre les deux de j'ai pas envie que ça se termine, pas du tout. Puis là, tu sais, encore là, on est dans le fictif, mais tu sais, s'il fallait que ça arrive avec ma copine, c'est sûr que ça serait différent de l'époque du cégep parce que là, tu sais, il y a 2 enfants qui sont dans l'équation aussi. Il y a une maison, il y a toute la réalité financière d'une vie d'adulte dans le. Mais si c'était basé que sur des reproches envers moi, mettons, je pense pas que je serais capable. En fait, est-ce que je retomberais dans le même panneau qu'à l'époque du cégep, je pense. Puis je serais pas capable d'avoir la maturité nécessaire pour dire OK, oui, je vais changer. Parce que là, mon mindset est tellement comme non, je suis de même. Ouais, c'est ça. Je suis rendu à presque 40 ans, je suis passé par ça. Puis maintenant, Nathan Meilleur, c'est ça. Si tu achètes l'emballage, il vient de même. Ouais, exact. C'est ça que tu prends, c'est ça que tu achètes dans le. Fait que c'est une christie de bonne question parce que je pense que je serais vraiment en dualité là, avec j'ai des acquis, mais j'ai décidé de changer. Puis là, ces 2 affaires-là, faut qu'ils travaillent ensemble, mais j'ai jamais joué à les faire travailler ensemble. Je comprends. Encore. C'est un bel épisode, Nathan. Hey, c'était super le fun. C'est touchant en tabarnak. Je vais te poser une dernière question. Ouais. Parce qu'il y a 2 grosses thématiques. Il y a ton combat contre le cancer, puis il y a ça. Si quelqu'un vivait... quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui écoute l'épisode, qui se dit ce gars-là, je le trouve inspirant, comment affronter l'adversité, qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit un pépin de santé? Qu'est-ce que tu as eu dans ton jeu que tu es content d'avoir eu? Dans tes traits de personnalité, dans ta façon de voir les choses, dans... C'est une très, très bonne question, ça. Ben, tu peux y penser en attendant. Parle-moi un petit peu du... L'impro, au début, c'était très... Au début, c'était très scolaire. Oui, ben après ça, il y a eu la LIC. Il y a eu la Ligue d'improvisation. Après, il y a eu une explosion de l'impro au Québec. Après ça, il y en avait partout. Mais non, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a... Le meilleur conseil, c'est du déjà vu, ça aussi, mais c'est de s'entourer des bonnes personnes. C'est juste, dans la vie, entoure-toi des bonnes personnes. Quand ça a chiré puis que ça a chié mes affaires, c'est parce que je suis quelqu'un aussi de très influençable. Fait que je m'entourais pas des bonnes personnes. Ou j'écoutais pas les bonnes personnes. Parce qu'il y avait des gens autour de moi à ce moment-là qui me disaient ça va loin un peu ton affaire, des fois dans le waouh, tu sais. Je les écoutais pas non plus. Fait que s'entourer des bonnes personnes, puis dans l'adversité, ça a été la même chose aussi. Tu sais, c'est pas moi qui l'ai choisi, cette équipe de spécialistes-là, mais j'ai été entouré des meilleurs. Tu sais, mon oncologue, l'infirmière pivot, la psycho-oncologue, tu sais, quand ça s'est terminé, puis que la psycho-oncologue m'a dit c'est la fin de mon mandat, maintenant, il faut que tu retournes voler de tes propres ailes et trouve-toi un autre psychologue où on est. Ça a été un deuil à faire pour moi. Parce que cette femme-là, dans ma vie, a été excessivement importante. Fait que s'entourer des bonnes personnes. Puis, je pense que j'ai tellement une grande gueule dans la vie que devant les micros et les caméras, je fais beaucoup comme « Hey, tout va bien, tout va bien ». Puis ça finit par me convaincre que tout va bien. Même si c'est pas vrai que ça va bien. Fait que trouver quelque chose qui vous passionne. Parce que moi, j'ai la chance de faire quelque chose qui me passionne dans la vie. Puis même si des fois, tu sais, j'écoutais justement l'épisode que tu as fait avec Jen, tu sais, Jen, elle pleurait. Puis 1 minute après, vous étiez en onde, puis elle faisait un sujet avec toi, puis elle parlait de la musique comme si de rien n'était. Tu sais, je parle de Geneviève Hébert-Dumont, qui est ta co-animatrice. Mais je pense que c'est ça, quand tu fais quelque chose qui te passionne dans la vie, ça va tout le temps être ta bouée ou ta soupape. Ça va être un des deux. Fait que peu importe, si tu as besoin de ventiler, moi, je sais que je m'en vais travailler avec mon équipe de travail. Je vais avoir la chance de faire de la radio pendant 4 heures dans une station numéro 1. Il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Calique que je suis chanceux de faire ça, ça me fait du bien. Puis quand ça va moins bien dans ma vie, ben ma vie personnelle, ben je sais que j'ai mon travail aussi qui va devenir ma bouée parce que j'ai mes collègues qui sont là pour me supporter parce que c'est devenu une gang d'amis au fil du temps.
il y avait des auditeurs qui me textaient. J'avais mes traitements de chimio tous les 3 semaines. Les mercredis, j'avais 25-30 messages sur Messenger à tous les mercredis aux 3 semaines qui rentraient. Des auditeurs qui me disaient « Hey, lâche pas, il en reste 2. Hey, lâche pas, déjà le 3e. » Faut-tu être chanceux pour avoir ça? J'avais une armée avec moi dans le... Fait que, entourez-vous des bonnes personnes, puis s'il vous plaît, faites quelque chose qui vous passionne dans la vie. La vie est trop courte pour faire du 9 à 5 puis vivre juste pour la fin de semaine. Je trouve ça magnifique. Puis en te laissant, tu dis la vie est trop courte pour faire du 9 à 5, puis la vie est trop courte aussi pour pas avoir des petits délires. Puis quelque chose qui me fait rire de toi, c'est t'es un passionné de musique. Ouais. Puis tu fais souvent le drum. Ouais. Puis je veux que tu montres, tu t'es dit, Chris, à force de tout le temps faire le drum, si tu peux montrer à cette caméra-là, la 3, tu t'es fait faire 2 baguettes de drum. On voit-tu, man? Ces petites baguettes de drum, là. On les voit-tu, man? Ma blonde trouve que je suis trop tatoué. Puis je me suis fait faire un gros tatou ici sur le chest pour le cancer de lymphome. Ouais. Puis j'ai fait faire les baguettes en même temps. OK. Mais quand je suis revenu à la maison, je lui montre le tatou, puis elle fait « Ouf, c'est quand même gros, tu sais. » Fait que là, je fais « Oh, je vais taire les petites baguettes. » Fait que pendant comme une semaine, je me promène comme ça. Les doigts collés. Je suis en train de me décrotter le nez dans la salle de bain. Puis elle se retourne, puis elle me parle, puis elle fait « C'est quoi ça? » Comme ta mère qui te parle dans le plat. Je fais « Ah merde, je viens de me faire pogner parce que j'ai une baguette dans le nez en ce moment. » Mais ouais, c'est ça, une petite folie. Incroyable. Écoute, Nathan, merci beaucoup. Merci à toi. Puis j'espère t'es magnifique. Je l'ai dit souvent là, dans des posts Facebook. On est co-porte-parole de Triadon pour la maison Michel Sarrazin. T'es impliqué dans 1000 affaires à Québec. T'es quelqu'un d'inspirant, mais je tiens à te le dire en personne. J'ai de l'admiration pour toi. Ta passion, ta bonne humeur, ton humour. T'es une asti de bonne personne. On aurait... Si le cancer avait eu une issue différente pour toi, on aurait perdu un tabarnak de bons gars. Je suis très heureux d'avoir la chance de te côtoyer à tous les jours. T'es magnifique. Merci beaucoup, mon gars. Merci, Nathan. Être mort, ça m'aurait fait chier de manquer ça. Merci, mon ami.